dire que le père met une graine dans le ventre de la mère, déjà sur le plan botanique, c'est faux. La graine, c'est la femelle qui la produit chez les plantes. C'est pas la consanguinité en elle-même qui pose problème, c'est le fait de faire de la consanguinité quand on n'en fait pas d'habitude. Du point de vue du biologiste, qu'est-ce que c'est que la reproduction? Comment est-ce qu'on peut la définir, en fait? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Alors, je vais essayer de répondre en moins de 3 heures, mais effectivement, historiquement, la question de savoir comment on fabrique les enfants a été débattue. Il y a eu plusieurs théories qui sont affrontées. Sur la raison Sur la manière dont ça se passe déjà. Est-ce que c'est le père qui fabrique l'enfant ou la mère? Si Aristote, etc., l'idée de la petite graine, c'est une idée très ancienne et qui est terriblement fausse parce que dire que le père met une graine dans le ventre de la mère, alors déjà sur le plan botanique, c'est faux. La graine, c'est la femelle qui la produit chez les plantes. Et c'est important parce que le père apporte un petit truc de rien du tout, un spermatozoïde. Et quand on a découvert les spermatozoïdes, on s'est dit, voilà, ça y est, c'est ça la petite graine. C'est-à-dire que si c'était vrai, la mère serait un terreau fertile dans lequel germerait la semence du père. C'est-à-dire que l'enfant serait l'enfant de son père, il aurait juste été nourri par sa mère. Et évidemment, ça, c'est totalement faux. En fait, la mère apporte plus à l'enfant que le père, pas seulement sur le plan physiologique, mais même sur le plan de l'hérédité, puisqu'elle lui transmet d'abord la moitié des gènes du noyau, mais dans les cellules, il n'y a pas que les gènes du noyau, il y a des petits trucs qu'on appelle les mitochondries dans les cellules qui ont aussi de l'ADN, et là, on ne reçoit que l'ADN de sa mère, de ce point de vue-là. Donc, en fait, la mère contribue bien plus que le père à fabriquer le descendant à tout point de vue. Donc, l'histoire de la graine, il faut vraiment oublier. Et par ailleurs, évidemment, cette reproduction, c'est une caractéristique majeure des êtres vivants. La vie, au fond, on pourrait dire que ce qui caractérise un être vivant, ce qui le différencie des êtres vivants de la matière inerte, c'est la capacité à produire des descendants avec une caractéristique très curieuse, en réalité, quand on y réfléchit, c'est que les descendants ressemblent à leurs parents, mais sont quand même tous différents. Et que le nombre de différences est illimité, et que ces différences sont héritables. Donc il y a à la fois l'idée de différence et l'idée d'hérédité, et ça c'est tout à fait spécial au vivant. Il n'y a que le vivant qui fasse ça. Les cristaux peuvent se reproduire, mais pas avec des variations illimitées et héritables. Il n'y a rien d'autre que le vivant qui sache faire ça, sauf les choses issues de notre langage, disons. C'est-à-dire que notre langage a des caractéristiques communes avec l'hérédité, le fait qu'il y a des variations illimitées et que ça se reproduit, enfin qu'on peut le reproduire avec diverses méthodes, ne serait-ce qu'en le répétant ou en le photocopiant, etc. Et ce n'est pas un hasard, c'est pas un hasard parce que notre langage, c'est une combinatoire de signaux, et cette combinatoire, donc, elle est illimitée, et elle est reproductible. Et l'ADN, c'est une combinatoire de signaux qui peuvent être copiés et dont les variations sont illimitées. Donc, il y a quelque chose là de très particulier. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est la base du vivant. Si les êtres vivants ne savaient pas faire ça, ils n'existeraient pas. Parce que ça, c'est ce qui permet la sélection naturelle. Pour que la sélection naturelle ait fonctionné, pour que les organismes aient évolué au cours du temps, il a fallu que constamment de nouvelles variations apparaissent, que celles qui marchent le mieux se maintiennent et celles qui marchent le moins bien soient éliminées dans les conditions du milieu à ce moment-là, à cet endroit-là. Et du coup, eh bien, c'est ce qui permet progressivement l'apparition d'organes de plus en plus développés, l'adaptation des organismes. Et tout ça, c'est dû au fait qu'il y a cette variation illimitée et héritable. Et évidemment, donc, la sélection naturelle va favoriser les organismes qui survivent le mieux dans le milieu tel qu'il est et qui se reproduisent le mieux dans le milieu tel qu'il est. Et la reproduction, c'est l'un des deux, la survie-reproduction, c'est les deux caractéristiques majeures du vivant. Et juste un dernier mot sur ce sujet.
On dit que les individus se reproduisent en français. C'est une catastrophe, ça aussi, hein, c'est comme la petite graine. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais si vous avez des enfants, vous avez dû constater que vous ne vous êtes pas reproduit. L'enfant, ce n'est pas vous. Et il vous le montrera. Oui, on le voit très vite. Donc, on ne se reproduit pas. Ouais. Les Anglais ont une expression beaucoup plus subtile. Ils disent « The individuals reproduce their own kind ». Les individus reproduisent leur propre sorte. C'est intraduisible. Mais voilà, cette expression anglaise est beaucoup plus maligne que l'expression française. Parce que l'expression française, c'est vraiment une impression de reproduction à l'identique des individus. Or ça n'existe pas. La seule chose qui se reproduise vraiment, ce sont les gènes. D'ailleurs, en parlant de reproduction, pourquoi est-ce qu'on a besoin de plusieurs individus pour se reproduire? Quand je regarde des cellules, les cellules, bon, elles grossissent, elles prennent du poids et d'un seul coup, elles se divisent. Pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas pu avoir des systèmes un peu similaires? C'est-à-dire, on mange un peu plus que d'habitude jusqu'au moment où, en fait, on se sépare en deux. Alors, il y a beaucoup d'êtres vivants sur Terre, et ces êtres vivants sont tous différents, mais et ont des caractéristiques différentes. Il y a des tas de formes vivantes pour lesquelles ça se passe comme ça. Déjà, toutes les formes unicellulaires vont pouvoir se reproduire en se divisant, donc les bactéries, etc. Ça ne veut pas dire qu'elles ne font pas de sexe, mais elles ne le font pas en même temps que la reproduction. Alors, ce que j'appelle sexe, c'est le fait que deux individus, à eux deux, produisent un descendant qui procède génétiquement un peu de chacun des deux. Voilà, hein. Okay. Alors, quand les bactéries, quand elles se divisent, point barre. Mais il y a des moments où elles échangent des gènes, à d'autres moments que la reproduction. Il y a plein de processus qui permettent d'échanger les gènes chez les bactéries. Il y en a un premier, c'est qu'une bactérie peut manger l'ADN d'une bactérie morte et puis intégrer les gènes dans son propre chromosome. Il y a aussi des virus qui transportent les gènes d'une bactérie à l'autre. Et puis il y a des petits parasites qu'on appelle des plasmides, qui sont des petits chromosomes parasitaires qui sont dans une bactérie et qui vont aller d'une bactérie à l'autre et souvent emporter un morceau de génome de la bactérie de départ vers la bactérie d'arrivée. Donc, il existe une sexualité chez les bactéries, elle est juste séparée de la reproduction. Okay. Alors, chez beaucoup de plantes et beaucoup d'animaux, il y a une reproduction qu'on peut appeler végétative, où les individus se coupent en morceaux et puis en fabriquent de nouveaux. Vous savez, bouturer une plante, hein, c'est faire un descendant avec cette plante, la cloner, sans passage par une reproduction sexuée. Mais c'est quand même de la reproduction, hein, puisque la plante en fabrique une autre génétiquement semblable à elle. Et puis, il y a aussi, donc, chez les animaux et les plantes, et les algues, les champignons, des phénomènes de reproduction sexuelle. Hein. Le sexe est couplé avec la reproduction. Et là, effectivement, ce qui s'est fabriqué au cours de l'évolution, c'est un système dans lequel chacun des deux parents va fabriquer une cellule particulière qu'on appelle un gamète, et qui contient que la moitié des chromosomes du parent. Et puis quand deux gamètes se réuniront, on refabriquera un double stock de chromosomes et le descendant aura le même nombre de chromosomes que ses parents. Alors chez nous, les deux gamètes sont de tailles très différentes. Il y a un énorme gamète qui est l'ovule produit par la mère, et puis un tout petit truc de rien du tout qui s'appelle un spermatozoïde qui va apporter juste ces gènes là-dedans, qui est le gamète produit par le père. Il y a d'autres espèces chez lesquelles les deux gamètes sont de taille égale. Et du coup, il n'y a pas de femelle et de mâle, mais l'œuf qui va être fabriqué contient autant des ressources de chacun des deux parents. Alors que chez nous, c'est la femelle qui donne toutes les ressources aux descendants, déjà au départ au niveau de l'ovule, et puis presque toujours après, c'est la femelle qui va supporter seule le coût de la croissance de l'embryon, et voire même de la croissance des petits. Les cas où les mâles en font plus que les femelles, c'est des cas tellement rares qui sont très célèbres. C'est les hippocampes, où la femelle pond ses ovules dans une poche incubatrice chez le mâle. C'est le crapaud accoucheur, où le mâle va garder
les œufs et s'occuper de les mettre dans l'eau quand il fait trop chaud, à l'ombre, puis ou au soleil s'il fait froid, etc. Mais dans la plupart des cas, une fois que le mâle a fécondé la femelle, il s'en va et puis c'est terminé, il ne s'occupera plus de rien. Et puis il y a quand même des grands groupes où les mâles participent vraiment à la croissance des jeunes. C'est en particulier le cas des oiseaux. Très souvent, chez les oiseaux, les 2 parents sont nécessaires pour élever le petit. Il y a des cas où c'est même... par exemple, chez les manchots empereurs, où il faut qu'il y en ait un qui garde le petit pendant que l'autre va pêcher et revient. Oui. Ouais. Là, on a vraiment besoin des 2 parents. Mais le cas général, c'est que le père ne fait rien dans l'affaire. Donc, d'ailleurs, pour un évolutionniste, les mâles, évolutivement, sont des parasites des femelles. Puisque, comment vous appelez un individu qui vous injecte ses gènes pour que vous lui reproduisiez sans rien faire lui-même? Un parasite ou un mâle. Ouais. Donc, un virus de la grippe, il vous injecte ses gènes, ça vous rend un peu malade, et puis voilà, et vous reproduisez le virus, et puis au bout d'un moment, vous vous en débarrassez. Un mâle, il injecte les gènes dans la femelle, et puis elle reproduit ses gènes, mais en même temps les siens aussi. Bon. Et puis, mais la différence entre la grippe et le sexe, c'est que vous n'avez pas des muqueuses nasales qui sont adaptées au fait de recevoir le virus. C'est le virus qui profite de vos muqueuses nasales ou de vos muqueuses respiratoires. Alors que concernant le sexe, les femelles ont des structures qui sont spécialement adaptées au fait de se faire parasiter. Okay. Et c'est ce qui a posé un problème aux évolutionnistes quand on a commencé à regarder les choses de ce point de vue-là. On s'est dit, mais comment se fait-il? Pourquoi les femelles se donnent-elles tellement de mal pour que les mâles les parasitent, alors que ça serait tellement plus efficace et plus simple si elles se contentaient, au lieu de faire un ovule avec la moitié de leurs chromosomes, de faire un œuf directement avec tous leurs chromosomes et puis de faire des descendants comme elles. Ouais. Et ça a été une grosse difficulté, une grosse question qui s'est beaucoup posée dans les années 70. On ne peut pas dire qu'elle soit complètement résolue, mais enfin, on a avancé sur ces sujets quand même. Ouais. C'est quoi les explications que les scientifiques ont? Alors, il y a une explication générale qui est assez évidente, c'est que si une femelle se reproduit sans sexe, c'est-à-dire ça s'appelle de la parthénogénèse, elle fabrique un descendant sans sexe et donc sans mâle, eh bien, ce descendant sera génétiquement semblable à elle, et tous les descendants seront semblables, aux mutations près. Donc il y aura quand même des variations, mais il y en aura beaucoup moins. Et comme l'évolution se produit grâce aux variations, eh bien, la descendance d'une femelle parthénogénétique risque de manquer de variations pour arriver à jouer dans la course évolutive, et du coup, elle risque fort d'être désavantagée. Donc ça c'est un phénomène indéniable. Seulement, voilà, le problème, c'est que désavantagée de combien? Parce qu'en revanche, si une femelle décidait de se passer de sexe, le résultat, c'est qu'au lieu de faire, si elle fait un certain nombre de descendants, elle va faire moitié de garçons, moitié de filles, si elle fait du sexe. Et les garçons, comme on l'a vu, ils servent à rien dans la reproduction. Donc, si jamais elle fait de la parthénogèse, elle va faire que des filles. C'est-à-dire qu'en gros, elle va se reproduire 2 fois plus, parce que ces filles vont elles-mêmes faire que des filles, et ainsi de suite. Et 2 fois plus par génération, c'est un facteur de sélection immense. Donc, la reproduction asexuée est, à court terme, extrêmement efficace, 2 fois plus efficace à chaque génération que la reproduction sexuée. Donc, est-ce que l'avantage de faire de la diversité suffit à compenser cet énorme déficit de reproduction? Il faut bien voir que perdre un facteur 2 par génération pour faire du sexe, ça veut dire perdre d'un facteur 1000 en 10 générations, oui, 1 million en 20 générations, 1 milliard en 30 générations, 1000 milliards en 40 générations. À l'échelle de l'évolution, 40 générations, c'est rien. Donc, en quelques dizaines de générations, la reproduction sexuée est éliminée par la reproduction asexuée tellement elle est plus efficace. Et la question, est-ce qu'en quelques dizaines de générations, ça suffit pour compenser cet énorme déficit de reproduction? Est-ce que la diversité est tellement nécessaire?
Et ça, c'est un point sur lequel il n'y a pas de consensus complet aujourd'hui. Une chose est sûre, à long terme, les formes asexuées s'éteignent plus vite que les formes sexuées. Sur le long terme? Oui, c'est-à-dire que quand on regarde la phylogénie, l'arbre du vivant, et qu'on regarde où sont situées les espèces asexuées, elles sont presque toutes en bout des petits rameaux extrêmes. Ça veut dire que les formes asexuées anciennes se sont éteintes. Ok. Donc en fait, on est sûr qu'il y a une sélection contre la reproduction asexuée à ces échelles-là de temps. Mais évidemment, ça nous explique pourquoi il y a beaucoup de formes sexuées, à condition qu'on comprenne pourquoi les formes sexuées ne deviennent pas toutes asexuées. Oui. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Voilà, il y a encore des débats là-dessus. Alors évidemment, des espèces comme la nôtre, enfin, comme les mammifères en général, des espèces comme la nôtre, n'ont pas le choix. Nous, on reste sexués parce qu'on ne sait pas faire de reproduction asexuée. Jusqu'à Dolly, il n'y avait jamais eu de clonage chez les mammifères. Donc voilà, est-ce que c'est juste des contraintes qui empêchent les formes sexuées de devenir asexuées? D'accord, parce que en plus, les modes de reproduction asexués, ça existe chez les plantes. Et pourtant... en gros, on dit couramment que 5% des espèces vivantes sont asexuées actuellement. Ouais. Donc chez les plantes, les pissenlits, par exemple, font quelque chose qui s'appelle l'apomixie, qui est la parthénogénèse de plantes. Mais des formes asexuées strictes, il y en a chez tous les animaux, sauf les mammifères. Donc on trouve des lézards asexués, on trouve des poissons asexués. Et souvent, alors comme je vous l'ai dit, souvent c'est des pertes récentes du sexe. Il n'y a pas une seule forme asexuée sur Terre qui soit asexuée parce qu'elle n'a jamais été sexuée. D'accord, ok. Toutes les formes asexuées sont d'anciennes formes sexuées qui sont devenues asexuées. Et à chaque fois, il s'agit de cas où il y avait des mâles et des femelles, et où des femelles se sont débarrassées des mâles. Alors on a des exemples rigolos. Il y a un lézard dans le désert du Sonora qui s'appelle le lézard fouette-queue, où les femelles sont parthénogénétiques, elles font des descendants sans mâles, mais pour induire l'ovulation, elles ont besoin d'un accouplement. Okay. Donc souvenir de leur période sexuée, et du coup elles s'accouplent entre elles. Les femelles s'accouplent entre elles, ça induit ce qu'il faut pour que l'ovulation se fasse et elles peuvent démarrer leur reproduction asexuée. Elles n'échangent rien d'autre que des signaux. Il n'y a pas de fécondation. Mais... D'accord. Il y a un autre exemple comme ça qui est un peu amusant, c'est un petit poisson qui s'appelle Poecilopsis. Alors là, c'est encore plus compliqué. Les femelles font des œufs asexués, tout prêts à se développer, sauf qu'il manque un truc à l'œuf qu'il ne peut avoir qu'avec un spermatozoïde, mais pas les chromosomes. Il a besoin d'un truc qui lui permette de démarrer sa division. Donc l'œuf ne peut pas... C'est-à-dire qu'ici, la contribution mâle est nulle, mais c'est vraiment juste pour initier le mécanisme. Mais du coup, il n'y a pas de mâle. Oui, bah oui, du coup, oui. Et les femelles vont draguer les mâles de l'espèce d'à côté. Ok. Et les mâles mettent leurs semences sur les œufs. Les spermatozoïdes pénètrent l'œuf, apportent ce qu'il faut. Le spermatozoïde est éjecté et l'œuf se développe de façon parthénogénétique. Ok. Pour revenir sur un autre détail qu'on a abordé tout à l'heure, il y a une différence en fait de taille entre les gamètes mâles et les gamètes femelles. Elle est énorme. Et assez énorme, mais qu'on a tendance à voir dans plein d'espèces différentes. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence en fait? Est-ce qu'on a une réponse? Il y a des réponses. On ne peut pas savoir laquelle est la bonne parce qu'on n'a pas vu le processus se produire. Ce que montrent pas mal de modèles théoriques, c'est que les systèmes avec deux gamètes de taille égale ne sont pas des systèmes très stables. En réalité, si jamais les deux gamètes sont de taille égale, chacun des deux gamètes va finir par devenir assez gros pour pouvoir faire un œuf. Et une fois qu'on en est là, et ben du coup, un individu qui, au lieu de faire des gros gamètes comme ça, en fait énormément, mais de tout petits, va féconder tout le monde. Et donc, il va gagner la course, et donc apparaissent
les mâles et les femelles de cette façon-là. C'est-à-dire que c'est vraiment du parasitisme. Vous voyez, c'est vraiment des tricheurs, les mâles, il n'y a rien à faire. Et du coup, alors cette différence de morphologie, on le retrouve certes au niveau des gamètes, mais on le retrouve aussi au niveau des individus eux-mêmes. Souvent, ça dépend. Ah bon? Par exemple, Déjà, il y a pas mal d'individus qui sont hermaphrodites. Chez les plantes, c'est de loin la majorité. Les plantes, la plupart des plantes vont avoir dans la fleur des organes mâles qui sont les étamines qui produisent du pollen. Et le pollen contient les spermatozoïdes, et le pollen ira féconder la partie femelle de la même fleur ou d'une autre fleur. Et là, les spermatozoïdes iront retrouver l'ovule, en tout cas la cellule qui permet à la plante de fabriquer la graine. Parce que c'est compliqué, l'ovule chez les plantes, c'est un truc beaucoup plus compliqué que chez nous, c'est pas simplement une cellule. Mais enfin bref, il y a cette fécondation. Donc évidemment, chaque plante étant hermaphrodite, il n'y a pas de différence entre des mâles et des femelles chez ces plantes. Quand chez les plantes chez lesquelles il y a des mâles et des femelles, très souvent, il n'y a pas de différence entre les mâles et les femelles, sauf la fleur. Alors, il y a aussi des plantes, par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé sur le thym. Chez le thym, il y a des hermaphrodites et des femelles. Donc il y a des fleurs avec des étamines et puis un pistil donc, qui va permettre de recevoir le pollen et d'acheminer des spermatozoïdes jusqu'aux ovules. Donc ça, c'est la fleur hermaphrodite. Et puis il y a des fleurs femelles qui ont le pistil et les ovules, mais qui n'ont pas les étamines. Enfin, c'est deux sortes d'individus différents. Ils sont exactement semblables, sauf les fleurs. D'accord. Chez les algues, pareil, il peut y avoir des mâles, des femelles, et puis même différents stades de la vie qui vont être tous semblables ou différents. Chez les animaux, il y a souvent un dimorphisme sexuel, effectivement. Les mâles et les femelles vont avoir été sélectionnés différemment, ne serait-ce que pour plusieurs raisons. Donc Darwin a inventé une expression pour ça, il a appelé ça la sélection sexuelle, avec deux grands processus. D'une part, dans certains cas, les mâles se battent pour accéder aux femelles, ils se battent entre eux. Et du coup, là, on va voir des mâles qui sont équipés d'armements divers et variés, des cornes, des ergots chez les coqs, etc. Et puis qui vont souvent être plus gros du coup que les femelles, puisque dans le combat, en général, c'est pas une mauvaise chose d'être plus gros. Chez les boxeurs ou chez les judokas, les catégories de taille sont importantes. Donc voilà, il y a les combats entre mâles, d'une part, et puis d'autre part, dans certains cas, c'est les femelles qui choisissent. Et alors là, du coup, on va trouver des ornements particuliers chez les mâles, comme la queue du paon. La queue du paon, on a fait des manips, si on coupe la queue du paon, les femelles ne l'en veulent plus, et si on rajoute les plumes qu'on a coupées à l'un à l'autre pour faire une queue encore plus grande, là, elles le trouvent encore plus séduisant. Donc les femelles ont un sens esthétique et choisissent des caractères. Chez les mâles, évidemment, c'est tellement important du point de vue de la reproduction de leurs gènes pour les mâles d'être choisis que du coup, n'importe quelle folie va être sélectionnée. La queue du paon, c'est une folie sur le plan évolutif. Ça ne doit pas aider à échapper aux prédateurs, mais il vaut mieux risquer plus de se faire manger, mais être choisi par les femelles, que de ne pas se faire manger, mais qu'aucune femelle veuille de vous. Donc, il n'y a pas le choix. Mais c'est vrai que c'est assez curieux quand on y réfléchit, parce que d'un point de vue énergétique, c'est extrêmement coûteux, le fait de maintenir une parure assez grande. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Si jamais vous ne le faites pas, les femelles ne voudront pas de vous. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le processus évolutif, la sélection naturelle, en réalité, elle fonctionne. Ce qui est sélectionné, ce n'est pas les individus. Les individus, de toute façon, ils vont mourir. Ce qui est sélectionné, en réalité, ce sont les gènes de ces individus. C'est-à-dire que les gènes qui vont donner une série de caractéristiques à l'individu dans des conditions données, dans un environnement donné, etc.,
eh bien ces gènes vont être reproduits. La reproduction, c'est la reproduction des gènes en réalité, et les gènes vont être reproduits ou non selon la réussite de l'individu en termes de survie et de reproduction. Donc un individu qui survit très bien, qui est heureux toute sa vie, qui n'est jamais malade, etc., mais qui ne fait pas de descendants, du point de vue de ses gènes, c'est une catastrophe. Et évidemment, comme il ne fera pas de descendants, ben, ces gènes ne se perpétueront pas. Un individu tout malade, tout souffreteux, qui souffre tout le temps, mais qui fait plein de descendants, au contraire, lui, il va être il va être favorisé par la sélection naturelle. Donc ce qui est sélectionné par la sélection naturelle, ce n'est pas le fait d'être bien, d'être beau, d'être quoi que ce soit, c'est le fait de faire plus de descendants. Si pour faire plus de descendants, il faut avoir des couleurs extrêmement voyantes, parce qu'il n'y a que ça que les femelles veulent, eh ben, on a des couleurs extrêmement voyantes. Les prédateurs les voient aussi et ils mangent plus les mâles comme ça. Ben oui, mais tant pis, il n'y a pas d'autre solution. La sélection naturelle ne peut favoriser que les gènes qui fabriquent des mâles qui font plein de descendants. Ok, donc ça veut dire que d'une certaine manière, les préférences, alors je ne sais pas si on peut vraiment parler de préférences culturelles pour des animaux, mais les préférences esthétiques, en tout cas esthétiques, oui, finissent par influencer, en tout cas, l'expression de certains gènes. Ah bah même certains gènes sont, oui, absolument, vont être très très fortement favorisés comme ça. Et en plus, il y a un processus qui a été mis en évidence dans les années 1930 par un des fondateurs de la génétique des populations qui s'appelait Fischer. Il appelait ça un effet boule de neige. C'est-à-dire que si jamais les femelles commencent à préférer un petit peu un truc chez les mâles, eh bien les mâles qui ont ce caractère vont être très avantagés par rapport aux autres. Du coup, les femelles qui préféreront ces mâles auront des fils plus sexy que les femelles qui ne les préfèrent pas. Et du coup, ça va sélectionner chez les femelles le fait de choisir ce caractère, ce qui va encore augmenter l'intérêt du caractère chez les mâles. Okay. Et donc, cet effet boule de neige va faire que d'une petite préférence au départ peut naître une énorme préférence à l'arrivée. D'accord, ok. Et évidemment, ça ne s'arrêtera qu'au moment où le caractère sera tellement défavorable pour les mâles que ça compensera leur avantage en termes de reproduction. Donc, la queue du paon, il pourrait avoir des queues encore plus longues, ça plairait peut-être encore plus aux femelles, mais là il serait tellement plus bouffé que ça ne vaut pas le coup. Donc, ça se maintient un équilibre. Il va y avoir, oui. L'équilibre étant le fait de mourir. Voilà. Ok, d'accord. Donc, pour aussi aller un petit peu là dans l'intérêt de la reproduction, j'ai entendu que le fait de faire des enfants avec quelqu'un qui est trop proche de son propre patrimoine génétique, ça pourrait avoir des conséquences sur la santé des descendants. Qu'est-ce qui explique en fait ce risque, ce problème? Oui, ça s'appelle la dépression de consanguinité. Alors en réalité, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des plantes qui s'auto-fécondent naturellement, comme le blé. Ouais. Donc les individus se fécondent eux-mêmes. Donc là, c'est l'individu le plus proche de soi-même qu'on puisse rêver, c'est soi-même. Donc, et pourtant, les descendants se portent bien. Donc, ce n'est pas la consanguinité en elle-même qui pose problème, c'est le fait de faire de la consanguinité quand on n'en fait pas d'habitude. Ok. Si jamais tout le monde se reproduisait avec sa sœur, il paraît que les pharaons faisaient ça, bon, eh bien, au bout d'un certain temps, il n'y aurait plus de problème de consanguinité. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est pas très simple à expliquer, hein, je suis désolé. Mais s'il faut, on illustrera. Dans une population où les individus ne se reproduisent pas avec des individus très apparentés, et je suis obligé de prendre des précautions parce que on est apparentés tous entre nous. Je veux dire, si on remonte notre généalogie, à un moment où on pourrait deux personnes, n'importe lesquelles sur Terre, vous remontez leur généalogie, un jour ou l'autre, on va trouver des ancêtres communs. Bon, mais il y a un apparentement de fond, comme ça, et puis il y a des individus qui sont plus apparentés que les autres. Un frère et une sœur, ils sont plus apparentés que deux individus pris au hasard. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Si jamais les croisements se font en général entre individus peu apparentés, du coup, certains gènes qui sont des gènes défavorables, mais récessif. Alors ça veut dire quoi récessif? Ça veut dire que si jamais j'ai ce gène-là
en un seul exemplaire, mais que sur le chromosome que m'a transmis l'un de mes deux parents, mais que sur le chromosome que m'a transmis l'autre parent, j'ai la forme normale, eh bien, je ne suis pas malade. Ok. Donc la plupart des maladies génétiques sont comme ça. Pas toutes, mais la plupart. Hein, la mucoviscidose, dont vous avez pu entendre parler dans le Téléthon, etc. Eh bien, tout ça, c'est des maladies qui sont récessives. Donc ça veut dire que ce gène, tant qu'il est rare, il s'exprime quasiment jamais, puisque si jamais en un seul exemplaire, il n'a pas d'effet, la probabilité pour que deux exemplaires se retrouvent chez le même individu est très faible si ce gène est rare. Ouais. Donc, comme il ne se rencontre jamais avec lui-même, eh ben, il y a très peu de sélection contre lui. Et du coup, sa proportion peut augmenter. La mutation va casser des gènes qui marchent, et les transformer en gènes qui ne marchent pas. Ça arrive tout le temps. Et si jamais, tant que la sélection est trop faible pour éliminer les gènes comme ça, eh ben, il va y en avoir un peu de plus en plus, jusqu'au moment où leur proportion arrivera à un point tel que ça commencera à compenser la mutation. Voilà. Mais du coup, c'est quand même à une proportion non négligeable. Bon, de l'ordre de 1 pour 1000. Hein. Ok. 1 pour 1000, si jamais la proportion de ces gènes qu'on appelle des allèles, c'est de 1 pour 1000, et bien la probabilité d'en avoir 2, c'est 1 pour 1 million. Et justement, ça, c'est à peu près le taux de mutation. Donc ça s'équilibre. Ça, c'est pour 1 pour 1 million, c'est si jamais vous vous croisez avec un individu non apparenté. Mais si vous vous croisez avec votre sœur, là, la probabilité d'avoir le même gène, ça va être 1 sur 4. Bah oui. Et donc, si vous avez beaucoup de gènes comme ça dans le génome, pour lesquels il y a une certaine probabilité d'avoir un mauvais allèle, ça va faire que vous avez de bonnes chances d'avoir une maladie génétique ou des maladies génétiques qui traînent chez les descendants. Donc en fait, si je comprends bien, c'est pas le fait de faire un enfant avec quelqu'un qui a un patrimoine génétique proche d'une autre qui est problématique, c'est le fait que les gènes fonctionnent un peu avec un backup, avec un second gène de secours qui est censé prendre le relais si le premier fonctionne mal. Mais si on a 2 fois le même gène, en fait, Voilà. cette compensation ne se fait plus. Voilà. D'accord. Mais du coup, alors oui, par extension, le fait d'avoir sur plusieurs générations des enfants qui sont Apparentés, apparentés, vous allez fabriquer plein d'individus malades qui vont être éliminés, ouais. mais ceux qui ne seront pas malades, eh ben, ça sera ceux qui, par chance, n'ont pas hérité de ces gènes, et donc progressivement, vous allez éliminer les mauvais gènes, et une fois que vous l'avez fait, eh ben, vous n'aurez plus de problème de consanguinité. C'est ce qu'on a fait avec des plantes comme le maïs, par exemple. Le maïs, c'est une plante qui ne s'autoféconde pas naturellement. Les fleurs femelles du maïs, c'est l'épi de maïs que vous mangez, là, mais les fleurs mâles, elles sont tout en haut de la plante, c'est un petit panicule. Et donc, ils ne s'autofécondent pas, le maïs, normalement. Quand on a commencé à autoféconder des maïs au début du XXe siècle, on a fabriqué des descendants qui étaient tout moches, tout souffreteux, etc. Mais on les a gardés, on les a sélectionnés, et on les a hybridés pour vendre des hybrides. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais on a sélectionné les lignées pures, donc issues d'autofécondation. On a recroisé, on a resélectionné, etc. Et aujourd'hui, les lignées pures de maïs qu'on sait faire sont plus productifs que les hybrides du début du XXe siècle. Donc on a éliminé ces mauvaises mutations et donc on est parfaitement capable de faire des lignées pures qui sont aussi bonnes que les anciens hybrides. Ok. Donc par rapport... D'ailleurs, oui. parenthèse, du fait maintenant qu'on a fait ça, un mélange de lignées pures, une population de maïs qu'on laisse se reproduire, produit quasiment autant qu'un hybride. Et du coup, il n'y aurait plus besoin de vendre des hybrides aux agriculteurs. Et ils pourraient ressemer leurs semences. Mais ça, on se garde bien de le faire parce que sinon, les semenciers ne seraient pas contents. Voilà. Ok, on va revenir sur cette histoire tout à l'heure. Mais juste avant, j'ai une autre question à propos justement de la sexualité et de la reproduction. Très souvent, on voit... Alors, je dis ça d'un œil extérieur, je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais une binarité, en fait, mâle-femelle. Est-ce que c'est quelque chose qui est assez universel ou est-ce qu'il y a des espèces où on peut retrouver 3 sexes, 5 sexes ou plus de sexes différents? Alors ça encore, ça dépend ce qu'on appelle un mâle et une femelle. D'accord.
Enfin, ce qu'on appelle un sexe, pardon. Oui. Et un mâle et une femelle, ça c'est assez clair. Un mâle, il produit des petits gamètes, la femelle produit des gros gamètes. Bon, après... Mais un sexe, si j'appelle sexe le fait d'être mâle ou femelle, il n'y a rien à faire, il y en a que deux possibles. Mmh. Si ce que j'appelle sexe, c'est un groupe d'individus qui peuvent se reproduire qu'avec un autre groupe, mais pas entre eux, ce qui est le cas, les mâles ne peuvent pas se reproduire entre eux, les femelles non plus, à ce moment-là, il y a des tas de cas où il y a plusieurs sexes, mais ce n'est pas des mâles et des femelles. Par exemple, chez les primevères, ça aussi c'est Darwin qui l'a bien décrit au départ, il y a deux sortes de fleurs, des fleurs avec un style long, la partie femelle, et des étamines courtes en bas de la fleur, et puis des fleurs avec un style court et des étamines longues. Ok. Et il y a autant de chacune des deux, et on peut constater que, évidemment c'est pratique, quand l'abeille rentre dans la fleur, elle se met du pollen, si jamais les étamines sont longues, elle se met du pollen sur le derrière, et puis le pollen qu'elle a sur la tête, elle le met sur le style. Mmh. Et puis quand elle ira dans la fleur de l'autre côté, évidemment, il se passera le contraire, elle déchargera le pollen de la tête, et voilà, bref. Donc, ces deux types de fleurs, les fleurs à style long et à style court, peuvent être considérés comme deux sexes chez les primevères. Ok. Puisque, oui, pardon, si je prends du pollen d'une plante à style long et que je le mets sur un stigmate à style long, eh bien, ça ne marchera pas. Ça s'appelle de l'auto-incompatibilité. Donc voilà. Et puis, même chose, les styles courts ne peuvent pas se croiser avec les styles courts. Donc, style long et style court sont deux sexes. C'est deux groupes d'individus qui ne peuvent pas se croiser intra-groupe, mais qui doivent se croiser entre. Donc voilà, il y a deux sexes, mais ils sont tous les deux hermaphrodites, là. Ok. Alors, il y a une autre plante, Oxalis, chez lesquelles il y a trois sexes. C'est-à-dire qu'il y a des styles longs, des styles courts et des styles de taille intermédiaire. Et ça fabrique trois sexes. Et puis, chez des plantes comme le trèfle, alors là, il n'y a rien de morphologique, toutes les fleurs sont pareilles, mais il y a des génotypes qui... il y a des gènes qui font qu'un individu ne peut pas se reproduire avec un individu qui a le même gène que lui. Seulement, comme il y a 40 formes de ce gène, ça fait un nombre de génotypes énorme dans la population, et du coup, il y a des centaines de sexes. C'est-à-dire des centaines de groupes qui ne peuvent pas se reproduire avec eux-mêmes, mais qui doivent se reproduire avec les autres. D'accord. Voilà. Donc, il n'y a pas nécessairement... Si ce que j'appelle sexe, c'est un groupe d'individus qui doit aller chercher un autre groupe pour se reproduire, alors il n'y a pas nécessairement de sexe. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des espèces où l'animal peut choisir ou pas de se reproduire avec un mâle ou de se reproduire sans mâle? Alors, il y a des animaux chez lesquels les femelles peuvent choisir de faire de la parthénogénèse ou de la reproduction sexuée. D'accord. C'est le cas des pucerons, par exemple. Enfin, choisir, c'est un grand mot. Chez les pucerons, la règle habituelle, c'est que les pucerons font de la parthénogénèse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des pucerons envahir votre rosier, mais un peu trop. Ça va très très vite. Hein. Ouais. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la parthénogénèse, c'est beaucoup plus efficace que le sexe. Non seulement on ne perd pas la moitié de ses ressources à faire des mâles, mais en plus on ne perd pas de temps à aller chercher un partenaire. Et du coup, voilà. Donc les pucerons sont très efficaces. Et d'ailleurs, en plus, on fait la parthénogènèse fabrique des descendants sans ailes. Ils ne migrent pas. Et donc ils envahissent très vite. Lorsque le milieu est saturé, des individus avec des ailes vont apparaître qui vont pouvoir aller coloniser ailleurs, mais toujours de façon asexuée. Et à l'automne, alors là, tout d'un coup apparaissent des mâles et des femelles qui vont aller se retrouver sur un endroit précis. Chez les pucerons bretons, par exemple, c'est un prunus qui héberge les amours des mâles et des femelles. Donc ils se retrouvent là. Et là, les mâles fécondent les femelles et ça fait des œufs qui attendent l'hiver. Et évidemment, les pucerons ne peuvent pas se passer de sexe parce que les œufs supportent le gel en hiver et pas les pucerons. Donc si jamais ils continuaient la parthénogénèse comme ça, et à la première gelée, crac, tout le monde crèverait. Donc il y a une sélection pour maintenir du sexe parce que ça permet de maintenir la résistance au froid, quoi.
Voilà, donc là, les pucerons peuvent faire les deux. Ouais. Il y en a d'autres, il y a des espèces chez lesquelles il semblerait que si jamais il n'y a pas de mâle présent, les femelles peuvent faire de la parthénogénèse. Donc on a jusqu'à maintenant parlé beaucoup de reproduction, qui assure aussi du coup un brassage génétique et une biodiversité. Mais en fait aujourd'hui on entend que la biodiversité est en train de s'effondrer. Ça, est-ce qu'on a des éléments factuels? Est-ce que la science met un petit peu le doigt sur ce qui se passe? Alors oui, bien sûr, on a énormément de faits. Mais peut-être qu'il faudrait d'abord comprendre ce que c'est que la biodiversité. Oui. Parce que je pense qu'on en a une image assez fausse en réalité. Ouais. Si on veut comprendre la biodiversité, et bien encore une fois, il faut revenir à ce que c'est qu'un être vivant, c'est-à-dire à l'évolution. Et l'évolution, bah, encore une fois, c'est Darwin qui a posé les bases de tous ces trucs-là. Il y a la sélection naturelle dont on a parlé, qui explique comment les formes vivantes se sont transformées au cours du temps. Mais Darwin déduit de cette sélection naturelle un deuxième grand principe qu'il a appelé le principe de divergence. Et l'idée est assez simple, c'est que si les formes vivantes peuvent évoluer, ben à partir d'une même forme vivante, peuvent progressivement diverger deux lignées différentes qui vont être de plus en plus différentes. Et ça sera d'autant plus vrai que la compétition entre individus semblables ayant tendance à faire que l'un des deux soit éliminé, ben, les formes qui seront les moins éliminées, ce sera les plus divergentes, justement. Et donc, en gros, l'image que Darwin a donnée de la façon dont se constitue la biodiversité, c'est une image dans laquelle, c'est un arbre, hein, dans lequel progressivement, des formes, à partir d'une forme de départ, plusieurs formes apparaissent, et puis ces formes divergent, beaucoup s'éteignent, particulièrement les formes intermédiaires, qui sont plus soumises à compétition, et puis les formes les moins semblables sont favorisées, et ainsi de suite. Et le résultat, c'est que le vivant couvre tout ce qui est possible dans la gamme des niches écologiques possibles. Voilà. Donc cette diversité, cette biodiversité qu'on voit apparaître à partir de ce processus de divergence, ce qu'elle a de remarquable et de contre-intuitif d'une certaine façon, c'est qu'elle est en constant mouvement. Ça veut dire que la biodiversité ne doit pas être vue comme une collection d'espèces, mais comme un mouvement constant de choses qui apparaissent, qui disparaissent, etc. Il n'existe pas d'équilibre de la biodiversité en termes d'équilibre stable. Il n'existe qu'un équilibre dynamique, c'est-à-dire qu'à chaque instant, des choses changent et que globalement la biodiversité peut se maintenir, mais elle ne va jamais être la même. Donc les gens qui croient qu'on peut conserver la biodiversité en regardant les espèces une par une, ils n'ont juste rien compris. Les gens qui croient qu'en arrêtant le mouvement, on aidera la biodiversité, ben c'est le contraire. Un équilibre dynamique, c'est au contraire le mouvement qui le fait se maintenir. C'est le mouvement évolutif qui permet le maintien de la diversité, parce qu'il y a des éliminations, mais il y a des divergences, des apparitions, etc. Je voudrais juste, du coup, aller un petit peu plus loin dans cette idée. Est-ce que, parce que des fois c'est ce que pourraient éventuellement s'imaginer certains, est-ce que ça veut dire que c'est pas grave que des espèces disparaissent? En soi, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est si jamais un équilibre dynamique, hein, un vélo par exemple, il va se maintenir parce qu'il bouge. Donc le fait qu'il bouge, c'est pas grave. Un satellite, il se maintient autour de sa planète parce qu'il tourne. En fait, il y a des gens qui décrivent le mouvement d'un satellite par le fait que c'est un truc qui tombe tout le temps, mais qui rate toujours sa cible parce qu'il a une vitesse de départ. Hein. Mmh. Donc le fait que le satellite soit en train de tomber, c'est pas grave, à condition qu'il tombe à une vitesse qui soit justement la bonne pour qu'il reste en orbite. Le fait que la pesanteur agisse sur le satellite, c'est pas grave, c'est pas ça qui va le faire tomber tant que le mouvement est suffisamment fort. L'extinction, c'est pareil. Tant qu'il y a suffisamment de mouvements, de production, de divergence, l'extinction n'est pas un problème. Mais elle va être un problème si jamais, hein, le vélo, le mouvement, si jamais il va toujours de plus en plus vers la droite, à un moment, il va tomber. Le satellite, si jamais il ralentit, et que du coup la force centrifuge n'équilibre plus la pesanteur, il va tomber. Il ne va pas tomber à cause de la pesanteur. Il va tomber parce que la pesanteur est devenue trop forte par rapport à son mouvement. Eh bien, c'est ce qui se passe actuellement avec la biodiversité. Enfin, ce qui se passe plus précisément,
c'est que la dynamique du système suppose des grands nombres d'individus. J'aurais peut-être dû insister là-dessus dès le départ. La divergence, le processus qui permet constamment de fabriquer de la nouveauté, les mutations, la sélection naturelle qui va favoriser des formes diverses, etc., ça marche d'autant mieux qu'il y a plus de monde. Pourquoi ? Parce que déjà, la probabilité d'avoir une mutation donnée, étant donné que les mutations ne sont pas très fréquentes, elle dépend du nombre d'individus. Et puis en plus, les brassages génétiques vont fabriquer plus de diversité s'il y a plus de monde, etc., etc. Tout repose sur des effectifs importants. Ce qu'on observe actuellement, c'est bien sûr le fait que certaines populations sont en danger, etc., mais surtout une baisse terrible des effectifs. Exactement comme si vous regardiez un satellite et que vous voyez qu'il est en train de ralentir à fond. Si vous voyez un satellite qui ralentit à fond, vous savez qu'il va tomber. Ouais. Il n'est pas encore tombé. Et du coup, les gens qui ne connaissent rien vous disent il n'y a rien de grave, il est encore là-haut. Hein. Ouais. Mais vous savez que c'est grave. Et c'est ça qui se passe avec la biodiversité. Les effectifs sont en train de s'effondrer à une vitesse incroyable. On a les premiers résultats forts qui ont montré ce genre de choses. Ça a été il y a 5-6 ans, on a montré que 75% de la biomasse d'insectes volants avait disparu en l'espace d'une petite trentaine d'années dans les zones protégées européennes. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait qu'on enlève les forêts, c'est pas le fait que... C'est dans les zones protégées, on perd 75% en 27 ans de la biomasse d'insectes volants. Alors déjà, les insectes, c'est important parce qu'ils nourrissent plein d'autres individus. Hein. Les batraciens, ils mangent des insectes, les oiseaux, ils mangent des insectes, etc., etc. Mais aussi, c'est important parce que si jamais ils disparaissent, c'est qu'il y a un problème et que ce problème doit probablement toucher aussi les autres directement. Il va falloir qu'on comprenne ça. Hein. Ouais. Voilà, donc l'effondrement des effectifs veut dire que la dynamique de la biodiversité est en danger et qu'on n'est plus du tout dans une situation dans laquelle on peut espérer que ces dynamiques se maintiennent. Si on continue comme ça, hein, comme pour le satellite, à un moment ou à un autre, non seulement les extinctions vont augmenter, mais elles vont exploser. Hein. Et donc, j'aime pas ce mot d'érosion de la biodiversité. Vous voyez, l'érosion, c'est un truc qui attaque une falaise. Une falaise, c'est un truc stable qui ne bouge pas, puis on l'attaque doucement. C'est pas ça qui se passe. On est dans une dynamique qui est en phase d'effondrement. Hein. C'est pas du tout la même chose. Okay. Et donc, voilà, cette diminution terrible des effectifs, eh bien, il faut absolument qu'on comprenne pourquoi elle existe. Et je pense que maintenant, on a tous les éléments pour le comprendre. Et donc, voilà, c'est un point essentiel.